Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, Madame Sendashonga, je suis très honoré et très reconnaissant d'avoir l'occasion d'échanger à nouveau avec mes amis rwandais, Hutu et Tutsi, les Rwandais du Nord, du Sud, du Centre. C'est un pays que j'ai quitté il y a bientôt 25 ans, mais j'ai laissé un pays dont j'ai ramené beaucoup de souvenirs, bien sûr, mais également beaucoup d'amitié et beaucoup de respect, beaucoup d'admiration. Et le livre dont vous parlez, Président, je l'ai dédié également à tous les Rwandais qui se sont investis avec beaucoup de courage, avec beaucoup de dignité, et qui continuent à m'inspirer pour le reste de ma vie et de mes initiatives, de mes entreprises. Mais j'ai quand même tenu à livrer un combat. Vous parlez de la communauté internationale. Oui, je fais partie de la communauté internationale, mais je trouve que votre question est extrêmement difficile. D'abord, je ne suis plus diplomate, je suis retraité, je parle en mon nom propre, personnel. C'est évident. Mais dans mon livre, je parle bien sûr des réactions, des commentaires, des tentatives, des essais, des démarches de la communauté internationale, de l'Union européenne, ça s'appelait encore la communauté ou les communautés européennes à l'époque, et les like-minded, les pays africains, européens, non européens, qui occidentaux et même non occidentaux qui se préoccupaient de l'évolution des développements en cours. Mais je voudrais quand même, parce que j'aurais une question difficile à répondre, c'est mon premier point que je voulais faire, mais je vais y essayer. Mais je vais quand même vous expliquer aussi pourquoi je considère mon livre Rwanda, ce n'est pas sur les Grands Lacs, c'est Rwanda, mijn verhaal. Rwanda, mon histoire, mon récit, mon témoignage. Ce n'est pas un livre scientifique, ce n'est pas un livre historique, c'est un témoignage personnel parce que j'étais, pour ainsi dire, souvent au premier rang, j'avais des choses à raconter. Parce que je trouve, et je vais être très clair, ma grande frustration, et de là mon combat, l'histoire du Rwanda, 90-94, est mal contée. Il manque la nuance. C'est une histoire ou un récit très polarisé. C'est un récit des bons et des méchants. C'est un récit qui se termine sur beaucoup de questions. Et la question qui me hante, la
question principale, et c'est la question qui vous occupe, qui nous occupe tous, pourquoi tant de Rwandais, pourquoi tant de Rwandais sont tombés dans le piège de la radicalisation et de l'extrémisme, jusqu'à tuer tant de personnes. À qui devait profiter, qui a voulu ça? À qui devait profiter cet agenda? Et la deuxième question, parfaitement liée à la première, c'est ma question personnelle. Dans quelle pièce avons-nous joué? C'est la question que je me pose à la fin de mon livre. Ayant raconté beaucoup d'entretiens, beaucoup de démarches, beaucoup de développement, beaucoup de misère, mais aussi beaucoup d'espoir. Because I was a believer. M. Twagiramungu est parfaitement conscient et témoin. Je croyais dans la réussite d'un processus extrêmement difficile, mais qui valait la peine d'être vécu parce que les gens étaient là. Et nous comptions sur, surtout, les Rwandais modérés, de toutes parts, de tous les côtés. Et nous avions toujours l'espoir que la modération allait l'emporter. Et le Rwanda allait être un exemple pour une Afrique en ébullition, en changement. Mitterrand avait appelé ses pairs à la conférence au sommet franco-africain de La Baule. Voilà, chez nous en Europe, il y a un vent de libération, de modernisme, de réforme qui souffle, de démocratisation. Ce serait magnifique si les Africains, vous, chefs d'État africains, parveniez également à faire souffler ce vent de libération également en Afrique. Et qu'est-ce que nous constatons peu de temps plus tard? Un discours du président de la République qui parle d'aggiornamento politique et qui avait déjà lancé la Commission nationale de synthèse. Il y avait un courant de réforme, de changement, parce qu'en effet, il y avait de l'usure. Il y avait de l'usure. La Deuxième République manifestait des signes de faiblesse, des problèmes de droits de l'homme, même de gouvernance, de corruption. L'assassinat du général en 88, Mayuma, oui. Mayuya, oui. Voilà, il y avait des signes qui inquiétaient, mais il y avait beaucoup d'espoir. Et cet espoir, malgré les attaques, parce que je suis arrivé comme jeune ambassadeur, le 15 août, comme vous disiez, et 6 semaines plus tard, et dans mon premier chapitre, je raconte de mon souhait, de mon désir, de moi-même, de ma famille, de partir au Rwanda, pour un Belge, pour un diplomate belge, mais pas seulement pour un diplomate, aussi pour d'autres Belges, un pays de prédilection, un pays stable, plein d'avenir, etc. Et 6 semaines plus tard, première attaque. Un processus marqué initié par la suite et marqué par 2 défis majeurs. La paix et la réconciliation, d'un côté, et les réformes internes, institutionnelles, démocratiques, de l'autre côté. Et c'était 2 défis qui se légitimaient et se renforçaient mutuellement. Et ça, c'était un défi formidable, un pari extraordinaire. Et nous allions travailler, communauté internationale, avec les forces modérées pour réussir ce pari. Et ce pari a été un grand échec, a débouché sur un génocide.
Petite parenthèse, Lemkin, en effet, M. Twagiramungu, Lemkin, le Polonais qui a inventé, lors de la préparation du procès de Nuremberg, après la Deuxième Guerre mondiale, a donc créé ce mot, ce terme, génocide. Mais il y avait un autre grand juriste de droit international, Lauterpacht, un Anglais. Lemkin est américain, contemporain. Et le juriste de Londres, d'origine juive, Lemkin aussi d'ailleurs, il dit « J'aime pas ce terme génocide. C'est un terme, un concept qui antagonise, qui oppose. Même les victimes du génocide vont utiliser, mais aussi risquent d'abuser du terme, du concept, parce que ce sera toujours eux et nous. Donc, ça peut être aussi un terme qui divise. Donc, le débat que nous avons cet après-midi sur génocide, et ce n'est pas les négationnistes ou les protagonistes du terme qui doivent l'emporter, mais qui doivent se mettre ensemble. Attention, 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 il ne faut pas abuser. Il ne faut pas abuser du concept génocide. Il faut être prudent. Il faut être prudent. Vous dites, vous posez la question, est-ce que, à propos de prudence et complaisance, la communauté internationale, en effet, est-ce qu'on ne peut pas taxer la communauté internationale de prudence et de complaisance? Prudence, je dirais, c'est acceptable. Complaisance, c'est la négation de la diplomatie. Pour moi, la diplomatie, j'ai été diplomate pendant 35 ans et je donne pas seulement des conférences sur le Rwanda et les Grands Lacs, mais aussi sur la diplomatie et la carrière diplomatique. Et ça m'a amené à réfléchir sur le rôle de la diplomatie. Pour moi, la diplomatie, c'est le aurea mediocritas, la voie moyenne entre complaisance d'un côté et arrogance. Un diplomate qui flatte, qui est toujours complaisant, est un mauvais diplomate. Un diplomate qui critique tout le temps, qui est arrogant, qui a le monopole de la vérité, etc., et de la sagesse, c'est un mauvais diplomate. Je dirais, complaisance. Si la communauté internationale joue un rôle de complaisance, diplomatiquement, je ne parle pas de la société civile, bien sûr, on pourrait parler de nos universités, nos académiques, nos ONG, notre société civile, mais en parlant de gouvernement, j'accepterais qu'il y ait une certaine prudence, mais je m'opposerai à la complaisance. Et pourquoi? Parce que c'est surtout des questions. La première et la deuxième question, je les ai déjà formulées. Autre question, l'attentat, effectivement. Je m'indigne chaque fois que j'en parle, je montre je ne peux pas cacher mon indignation devant l'absence d'une enquête internationalement réalisée. Il y a eu des enquêtes du gouvernement rwandais, des enquêtes des Français, mais je parle d'une enquête internationale, internationalement mandatée et objective. Elle n'a jamais eu lieu. Et je partage l'avis du professeur qui dit, oui, en effet, l'assassinat du président ou du premier ministre Hariri du Liban nous a valu une sérieuse commission d'enquête
Il n'y a jamais eu d'enquête internationale, j'insiste, internationalement mandatée sur l'attentat de l'avion. D'autres questions. La durée. Je répète les questions que je pose à la fin de mon livre. Ce ne sont pas des secrets. La durée du génocide. Vous serez étonné lorsque je pose la question, pourquoi ça a duré 3 mois? Vous répondriez 3 mois. C'est pas très long. Ce n'est que 3 mois. Le Shoah a duré beaucoup plus longtemps. Non, 3 mois. Pour moi, ça m'a semblé très long. Parce que je pose la question, si celui qui prétend avoir terminé, stoppé le génocide, est-ce qu'il n'avait pas les moyens de stopper, moyens militaires, de stopper le génocide avant? Au début des hostilités, nous parlions du 1er octobre. Autre question donc. Fred, le colonel, le commandant Fred Ruyguema, il a disparu dans des conditions qui n'ont pas encore été éclaircies. Est-ce qu'il y avait une différence, selon certains, je n'en sais rien, moi-même, il y avait une différence de stratégie. Fred Ruyguema, qui voulait occuper le terrain pour négocier rapidement, si j'ai bien compris. Est-ce que c'est une stratégie qui devait être abattue, qui devait être opposée, qui devait être remplacée par une autre? Je ne sais pas. Est-ce qu'il est tombé victime d'une mauvaise manœuvre ou est-ce qu'il est victime d'un règlement? Un règlement de compte. Parce qu'il y avait dissension au sein du FPR. Je n'en sais rien, je pose simplement des questions. Et je n'affirme, soyons clairs, je n'affirme rien dont je ne suis pas sûr. Mais poser des questions, parfois, c'est déjà preuve d'un certain courage. Parce qu'il y a des gens qui n'osent pas poser des questions. Moi, j'ose poser des questions. J'ose même faire le procès de l'Union européenne. C'est un échec. Les Français et les Belges, j'étais parmi eux donc, nous sommes un peu tombés dans le piège des caricatures que faisaient, je pèse mes mots, des caricatures que faisaient les extrémistes des positions françaises et belges. Les Français, c'était les Hutus, les Belges, c'était les Tutsis. Donc, des positions polarisées. En réalité, nous étions quand même très souvent unis. Nous faisions des démarches ensemble, presque tous les jours, auprès d'Abiyarimana, mais également à Mulindi, auprès du major Kagame et du président Kanyarengwe. Donc, nuance, là aussi. Mais je me pose la question, et je suis toujours au niveau des questions, est-ce que nous n'avions pas dû peser beaucoup plus, nous, Union européenne, Communauté européenne, sur le processus? Je trouve que l'Europe aurait pu faire beaucoup mieux et peser beaucoup plus sur un processus qui valait la peine d'être appuyé et soutenu avec beaucoup plus de conviction. Dadaïe. Le 21 octobre 1993 a été pour moi un jour extrêmement important, une date extrêmement importante dans l'évolution du processus et des esprits. J'ai passé des heures avec le président Abiyarimana qui me disait « Mais comment voulez-vous
Monsieur l'ambassadeur, que je parvienne encore à faire accepter les accords d'Arusha par notre opinion publique et politique. Les gens n'y croient plus. Au Burundi, il y avait eu un processus qui avait déjà abouti, qui avait débouché sur des élections démocratiques qui s'étaient bien déroulées. Et le président n'a pas pu tenir, on n'a pas autorisé le président de vivre en cette position pendant plus de 4 ou 5 mois. Et nous sommes également engagés dans un processus difficile de paix, de réconciliation, de démocratisation, de réformes institutionnelles. Nous allons mettre en place des institutions de transition et nous voyons qu'au Burundi, ça ne peut pas marcher. Alors, le Rwandais ne va plus y croire. La radicalisation avait déjà commencé, mais elle s'est accélérée, j'en suis sûr, surtout depuis cette date-là. Comment se fait-il que Melchior Ndadaye n'a pas pu continuer? Ensuite, les assassinats, je repars un peu dans le passé, avant les génocides, même avant les accords de paix, mais après également, les assassinats politiques. Cap-Sissi. Cap-Sissi, pour moi, était un grand espoir. Et je me souviens, j'ai passé 2 heures avec lui. Il est venu à la résidence m'expliquer son objectif, son ambition. Paix et démocratie. Oui. Je dis, ça, c'est la modération. C'est la synthèse. C'est quand même un discours où tout le monde devrait pouvoir se retrouver. Peut-être naïvement, parce que je ne savais pas ce qui était derrière, quelles étaient ses chances de réussite. Maître Stanislas était avec lui. Pour moi, c'était une grande déception. Gatabazi, un an plus tard, j'avais passé la soirée avec lui, le dîner, en l'honneur du ministre Willy Klaas, en visite officielle au Rwanda, et au banquet ou au dîner, nous étions assis l'un à côté de l'autre, et nous avons sympathisé. C'était quelqu'un, vous le connaissez mieux que moi, mais moi je l'ai bien connu comme quelqu'un avec des idées modérées, de nouveau, une personne modérée, et beaucoup d'humour. Et j'aimais beaucoup, j'ai un très bon souvenir de cette soirée, plein d'humour, on a raconté beaucoup de blagues. Le lendemain, il a été tué. Mais ce sont des assassinats qui n'ont jamais été éclaircis. Donc, beaucoup de questions. Maintenant, la communauté internationale. Là aussi, je dirais, lorsqu'on parle de la prudence de la communauté internationale, je dirais d'abord, soyons prudents. Ne nous bornons pas à faire, parce qu'il y en a qui sont tentés de faire le procès uniquement de la communauté internationale. Je m'y oppose. C'est trop court. C'est tronqué. Il faut faire le procès de la communauté internationale, mais pas de la communauté internationale toute seule. J'ai eu un esclandre de notre Premier ministre, ancien Premier ministre, Guy Verhofstadt, lorsque j'ai dit dans une interview avec De Morgan, quelque temps après ma retraite, donc je parlais librement, comme aujourd'hui également, que
présenter des excuses. D'un côté, c'est évident, pourquoi pas? C'est très chrétien, c'est très humain, c'est parfaitement défendable. Pourquoi pas? C'est le bon sens même. C'est aussi une question de modestie, d'humilité, et peut-être même de sagesse. Mais, j'avais dit aux journalistes, je ne trouve pas approprié. Dans le cas présent, ce n'est pas approprié. Parce que, lorsqu'on présente des excuses, il faut tout dire. Présenter des excuses au nom de la Belgique, il faut tout dire. Il faut d'abord savoir si on parle au nom de tous les Belges ou et qu'on prononce qu'on explique une position bien réfléchie. 2, il faut tout dire. Il y en a parmi vous qui ont eu beaucoup de critiques sur les attitudes de l'ambassadeur de Belgique, du gouvernement belge pendant la crise. Parce que moi j'étais un Incotagne. J'ai un pamphlet qui me donne un prénom, Incotagne Swinen. Parce que nous étions beaucoup trop sévères, beaucoup trop difficiles avec le président Abiyarimana. Vous savez que le président Abiyarimana, un jour, a demandé au roi Baudouin de rappeler son ambassadeur. Parce que le président Abiyarimana trouvait que j'étais beaucoup trop dur, beaucoup trop difficile, comme représentant d'un pays. Je ne faisais pas seulement, je pense, le procès de Johan Swinen, mais aussi de notre diplomatie, qui était très engagée pour la paix, mais aussi pour les droits de l'homme. Il faut tout dire. Donc, pendant 4 ans, nous avons été extrêmement critiques, même sévères, mais toujours à la recherche aussi de positions équilibrées. Je me souviens, un jour, nous étions à Mulindi avec le futur président Kagame. Je crois que le président Kanyerengwe était là aussi. Policy, je m'en souviens, il était là aussi. Et à la fin, on se levait, et je pensais que mon collègue français avait formulé la question que moi je voulais, sinon, à sa place, formuler. Il n'avait rien dit. Donc c'était l'ambassadeur de Belgique qui posait une question difficile ou critique au major Kagame, en disant: nous serions peut-être plus efficaces et plus crédibles à Kigali lorsque nous nous trouvons devant le président Abiyarimana en lui demandant d'arrêter la radio de la haine, radio-télévision des 1000 colonies, télévision libre des 1000 colonies. Si nous pouvons y ajouter que nous avons fait la même démarche auprès de Mulindi, auprès du FPR. Dis, mais parce que, M. Kagame, vous avez également une radio qui ne prêche pas la réconciliation non plus, qui est peut-être plus maligne, mais qui prêche la haine. Cette radio n'est pas en accord, en conformité avec les accords d'Arusha. C'était après les accords d'Arusha. Donc, je donne qu'un exemple. Il y a eu, par exemple, oui, je donne un deuxième exemple. Le retour des réfugiés de l'Ouganda après les accords de paix avait déjà été initié avant que certaines mesures avaient été prises pour empêcher que les réfugiés prennent les terrains des personnes déplacées qui n'étaient pas encore retournées chez eux. Donc, source
au lieu de source de règlement, source de conflit, problème majeur supplémentaire. C'est l'ambassadeur de Belgique qui était tellement difficile quand il était à Kigali avec le président Habyarimana, qui se permettait de poser également ce type de questions à Molindi. Ou notre ministre Willy Klaas, qui a eu des contacts extrêmement, ou des entretiens extrêmement sévères avec des délégations du FPR. Donc quand même, recherche d'équilibre. Maintenant, je suis en train de parler comme un diplomate belge, et de faire une ratio pro domo. Non, je ne dirais pas que nous avons parcouru un trajet sans faute, loin de là. Mais présenter des excuses, d'abord je me demande si on se fait respecter en présentant des excuses. Ça me semble une question évidente. Avant de présenter, maintenant aussi, sur la colonisation, vous savez, vous avez été tous en Belgique ou environ, un débat intéressant en Belgique. Est-ce que la Belgique, le roi ou quelqu'un d'autre, au nom des Belges, va présenter des excuses aux Congolais et pas. Pourquoi seulement aux Congolais? On doit peut-être aussi présenter des excuses aux Rwandais et aux Burundais pour les erreurs de la colonisation. Ce sont des débats, je trouve, avec lesquels il ne faut pas transiger à la légère. Il faut être prudent. Bon, donc je dirais, avec la Belgique, en effet, je trouve qu'il y a, pendant la période de crise, on ne doit pas rougir, on a fait de notre mieux. Nous sommes partis début avril pour, peut-être avec des justifications qui ne sont pas tout à fait convaincantes, mais on tuait des Belges aussi. Et pas seulement les 10 parents, 10 civils belges. Et je m'insurge quand j'entends, à l'occasion de l'anniversaire du génocide, parler uniquement des parents. C'est grave, bien sûr, mais on parle parfois moins des centaines de milliers de victimes rwandaises, et on parle à peine des civils belges qui ont été tués. Mais c'était quand même une raison, un motif important et à la radio, je suis témoin, je l'entendais à la radio-télévision libre d'Émile Colline, tout le monde devait se farcir son belge. Appel au meurtre de Belges. Décision du gouvernement belge, une décision extrêmement difficile, on retire nos troupes. Là où moi-même, je n'étais pas d'accord avec notre gouvernement, et j'ai eu cette discussion avec mon Premier ministre, à mon retour de Kigali, je n'étais pas d'accord avec le plaidoyer que tenaient les Belges aux Nations Unies en faveur du retrait intégral de la MINUAR. Ça, c'était une grande erreur. Mais, à ce moment-là, je ne savais pas encore ce que j'ai lu par la suite dans les mémoires du général Dallaire. Le général Dallaire, dans une conversation avec le major Kagame, entendait une opposition à la présence de troupes étrangères, à la continuation de la présence de troupes étrangères. Kagame n'en voulait pas. Il a même lancé des ultimatums. Quand même bizarre. Bizarre, je n'en dis pas plus. Mais voilà toute une série de questions qui entourent mes mémoires et qui alourdissent un peu mes mémoires et qui me font espérer qu'un jour,
on trouve la vérité. On ne peut pas trouver une solution durable et un développement durable. C'est à la mode, hein, la durabilité, sustainability, hein, le développement durable. Hein. Il y a de nouveaux objectifs des Nations Unies sur le développement durable. Le développement durable du Rwanda que nous souhaitons tous. Et nous sommes impressionnés. J'y suis retourné 2 fois. Je vous avoue, c'est quand même impressionnant. Kigali, mais l'intérieur, j'étais aussi à l'intérieur, il y a une grande pauvreté. On ne peut pas résoudre et promouvoir le développement et rendre le Rwanda prospère dans tous les coins du pays en si peu de temps. Mais quand même, il faut être réaliste, et la pauvreté, même une extrême pauvreté, se manifeste encore dans plusieurs coins du pays. Mais développement, discipline, propreté, politique écologique, quand on vient de Bukavu ou de Goma, on arrive dans un autre monde. Et je comprends le touriste et même l'homme ou la femme politique revenant du Rwanda, il y a de l'ordre. C'est un pays qui fonctionne. Et s'il y a complaisance et prudence de la communauté internationale, cet élément joue également. Il ne faut pas le sous-estimer. De l'impression, certains me corrigeraient, c'est la façade, c'est la vitrine, mais c'est quand même des réalisations qui impressionnent. On peut pas l'ignorer. Il y a une discipline de travail, etc. Mais j'ai quand même dit à l'ambassadeur du Rwanda à Bruxelles, à l'occasion, pourquoi je ne pourrais pas avoir une occasion pour update my meeting and my conversation, ma conversation avec le président Kagame. Et je lui poserai la question, si le président Kagame m'invite, comme on dit en flamand, om een beetje bij te praten, pour actualiser un peu nos impressions. Un échange parfaitement respectueux. Et je poserai une question parfaitement respectueuse au chef de l'État. Mr. President, comment pensez-vous que votre modèle de développement sera durable? Sustainable development. Durable pour que ça dure et que le Rwanda continue à évoluer dans la bonne direction. Et également avec une certaine maturité qui permette à éviter des dérapages. Parce qu'il y a des gens qui sont inquiets. Tout est contrôlé, mais est-ce que ça veut dire que tout le monde est vraiment engagé dans un élan de développement, un élan patriotique, parce que les droits de l'homme sont respectés? À l'époque, quand nous venions à Mulindi, surtout les Belges, nous étions applaudis par l'FPR. Voilà, vous vous occupez des droits de l'homme parce que les droits de l'homme ne sont pas respectés dans la dictature d'Abiyarimana. Alors, aujourd'hui, je dirais, mais vous ne pouvez pas nous reprocher que nous lisons des rapports des Nations Unies ou de Human Rights Watch, ou encore d'autres témoignages qui s'inquiètent de non-respect des droits de l'homme. C'est quand même des questions qu'on peut poser et que la communauté internationale a le devoir de poser. Et je terminerai, Président, parce que je n'ai pas fait le tour des Français, des Américains, des Tanzaniens, des Museveni, des Congolais. Ça nous mènerait trop loin. Mais
je voudrais conclure sur un mot de démocratie. Après les élections dans la République démocratique du Congo, il y a lieu de se poser quelques questions sur l'impact et l'attraction, l'attractivité, l'attrayance de la démocratie. Démocratie et droits de l'homme. Je dirais, et c'est peut-être aussi une longue expérience de diplomate ayant vécu dans plusieurs pays où on discute de valeurs démocratiques, et dans un pays où, chez nous, où on peut se poser légitimement quelques questions sur la santé de notre démocratie. Est-ce que nous avons intérêt, de là ma question, est-ce que nous avons intérêt, ou le devoir, de nous mêler de la façon dont la démocratie est concrètement réalisée chez les Hollandais, par Macron, par Kagame, par Kabila, Tshisekedi? Attention, nous plaidons pour la promotion de la démocratie, valeur universelle, la participation du citoyen aux affaires du pays, c'est quand même crucial, essentiel. Mais devons-nous donner l'impression que Kabila doit importer les recettes électorales et démocratiques de l'Occident, de la Belgique, au Congo? C'est l'impression que j'ai eue en 2006. J'étais ambassadeur à Kinshasa et les élections de 2006 étaient plus ou moins correctement organisées. Et quelques jours plus tard, j'avais une démarche à faire sur d'autres questions, peut-être une question de droits de l'homme, une personne qui était détenue, je crois. Et le président Kabila me dit, mais est-ce que ce n'est pas encore suffisant? Il me donnait l'impression qu'il voulait me dire, mais j'ai quand même fait mon devoir. Je vous ai fait plaisir en organisant des élections, comme si des élections étaient une condition pour plaire ou déplaire au monde occidental. Non, quand nous parlons d'élections ou de démocratie, nous devons aussi parler de valeurs authentiquement africaines. Et la démocratie en Afrique se réalise autrement que chez nous, où la démocratie des Français est une autre démocratie que la démocratie belge. Et Bardewevre dirait la démocratie des Wallons, c'est une autre démocratie que celle des Flamands. Voilà. Mais, donc, concept plutôt relatif de la démocratie. Mais droits de l'homme, et là, je trouve que la communauté internationale, y compris tout le monde, y compris les Rwandais et les Congolais, etc., que nous tous soient animés de façon beaucoup plus convaincue et convaincante de la nécessité du respect des droits de l'homme. Si nous faisons une différenciation, nous versons dans le racisme. Si nous disons, ces petits Français ou ces Congolais ou ces Rwandais, patientons un peu, c'est trop rapide, ou il faut un autre niveau de développement économique et social avant que nous puissions vraiment partager des valeurs comme des droits fondamentaux de l'homme. Je parle bien de droits fondamentaux humains. Si nous tenons ce type de discours, c'est très dangereux, parce que c'est une sorte de racisme. Donc, partager des valeurs et des exercices de défense pour des droits fondamentaux de l'homme et de la femme, c'est très important. Et je trouve que la communauté internationale
n'est pas suffisamment engagé. Pourquoi? Les Chinois et les Russes s'en soucient beaucoup moins. Et puisque les Chinois sont de plus en plus présents en Afrique, nous avons peut-être intérêt d'être un peu moins regardants sur les droits de l'homme pour faire concurrence aux Chinois, par exemple. Et ça, c'est une attitude que je rejette, que je ne peux pas accepter. Nous devons continuer, mais vallen en opstaan, avec des hauts et des bas, trial and error. Nous devons continuer à promouvoir la dignité humaine partout où se trouvent des hommes et des femmes. Pas de différence entre Rwandais et Congolais, entre Hollandais et Belges, la valeur des droits de l'homme. Il y a des valeurs qui doivent être respectées en toutes circonstances. Droit d'expression, liberté d'expression, liberté d'association, défense de torture, par exemple, les droits de la défense. Il y a des droits tellement fondamentaux qu'on ne peut pas transiger, qu'on ne peut pas nuancer, et qu'on doit s'engager à les défendre partout. Et il ne faut pas avoir peur, mais il faut avoir aussi le faire d'une façon sereine, de façon qui permet le dialogue. Et j'espère que, en ce moment, le 25e anniversaire, soit de nouveau un regain d'intérêt pour ce que nous pouvons réaliser ensemble, ce que les Belges et les Rwandais peuvent réaliser ensemble. Mais pour ça, il faut d'abord un dialogue décrispé et pas être taxé immédiatement de révisionniste ou de négationniste lorsque on peut. Je ne sais pas comment on me taxe maintenant, parce que j'ai posé des questions dans mon livre même, publiquement, et je la répète ici aujourd'hui, et je continue à les répéter, parce que je donnerai beaucoup de témoignages à l'occasion du 25e anniversaire, mais ce serait très malhonnête et parfaitement inhumain de me traiter de négationniste ou de révisionniste ou de... comment vous disiez oui, mais aussi qui considère comme une bagatelle. Banaliste. Oui. Parce que j'ose, par respect de tous les Rwandais, je pose des questions qui nous poursuivent. Et aussi longtemps qu'il n'y a pas, même si on ne parvient pas à répondre à ces questions, s'il y a au moins une discussion mature, respectueuse, sans être taxé de ceci et de cela, ce serait déjà un grand progrès. Et je suis sûr que l'Institut Sendashonga continue à contribuer à cet exercice. Merci. J'ai une question spécialement pour mon monsieur ambassadeur Sud. En fait, donc c'était à 90 à 94. Vous avez parlé qu'il y avait l'attaque envers la population, envers les Belges. Pourquoi cette attaque contre les Belges ou sur les Belges au moment où on avait des Bengalais, on avait des Togolais, on avait de toutes sortes de nationalités, des Français. Pourquoi en fait les Belges? C'est ça ma question. Merci. Je vais essayer d'être bref. Merci pour votre question. Anciens colonisateurs, on prête un peu le flanc, qu'on soit bon ou mauvais, comme ancienne puissance colonisatrice, on attire l'attention et peut-être davantage que les autres. Mais il faut surtout savoir, il y a une série d'éléments. D'abord, dans la Minuar, les Belges étaient un peu l'ossature. C'était la composante peut-être la plus
crédible, la mieux équipée, la plus entraînée. Donc, et il y avait des gens qui voulaient, vous n'êtes pas d'accord, oui, les Togolais ou les Bangladeshis étaient peut-être plus performants. Je suis prudent, mais je ne suis pas tout à fait sûr. Mais les Belges avaient été, comme je disais tout à l'heure, les Belges étaient considérés comme étant très critiques vis-à-vis du régime. Pas parce qu'ils étaient contre le régime, mais parce que nous voulions aider le régime à se réformer et l'encourager à partager le pouvoir, à conclure les accords, à être flexible, etc., etc. Et aussi, certainement, très vigilants, très regardants sur le respect des droits de l'homme. Nous étions presque tous les jours sur la brèche. Vous vous souvenez? Et nous faisions même des démarches auprès de M. Twagiramungu parce que nous trouvions qu'il était un peu trop complaisant pour les uns ou les autres. Je ne vais pas préciser davantage. Non, nous encourageons tous les acteurs politiques importants à composer. Ce qui n'était pas... ce qui ne faisait pas plaisir à tout le monde, surtout pas aux durs, aux extrémistes. Les modérés nous appréciaient, les durs, les extrémistes nous haïssaient. La radio-télévision d'Émile Colline en rajoutait et prononçait des éditoriaux extrêmement critiques à l'égard de la Belgique. Mais il y avait aussi une certaine déception, parce que au début de la crise, donc octobre 90, nous avions immédiatement stoppé la livraison d'armes. Et pour beaucoup de Rwandais, même pour des modérés, c'était une manifestation d'abandon, un manque de solidarité avec un pays en crise. Mais nous avons constamment essayé de corriger, de compléter cette attitude. D'ailleurs, nous avons retiré nos troupes qui étaient venues en octobre, tandis que les Français étaient restés plus longtemps jusqu'à l'arrivée des troupes des Nations Unies. Donc, beaucoup d'éléments. Nous avions en plus une représentation du FPR à Bruxelles, qui avait droit au chapitre, qui était souvent contacté, approché, et c'était présenté par certains comme une connivence avec le FPR. Nous avions permis à l'opposition, tout en encourageant le MRND d'y participer également, des pourparlers à Bruxelles, au Palais de la Nation, au Parlement, des pourparlers avec le FPR. Donc la Belgique était considérée comme étant pas suffisamment engagée du côté d'un pays en difficulté. Et tandis que, et là je parlais de caricature justement, tandis que François Mitterrand, le président de France, était présenté comme le héros qui n'avait pas abandonné les Rwandais. Donc il y avait beaucoup d'exagération et de manipulation d'opinion également. Donc un ensemble d'éléments qui nous ont handicapés et nous n'avons pas fait assez d'efforts pour bien expliquer les nuances, mais surtout l'engagement constructif, critique, mais constructif de la Belgique vis-à-vis du Rwanda. Mais je veux revenir sur la question des Belges. Un élément qui m'a été rappelé par mon voisin, le professeur, c'est que pourquoi il y avait une haine, une ire, une colère contre les Belges, parce qu'à cause de la rumeur, vous vous souvenez, après la chute, l'attentat contre l'avion, et je crois que la rumeur venait de Boutaré, je ne mentionne pas la source, mais une des sources qui disait c'est les Belges qui ont descendu l'avion. Ou même les parents belges. Pas nécessairement
pas nécessairement un diplomate, mais des para-belges. Donc là aussi, ça a été un détonateur extrêmement dramatique.